Ma sœur a volé mon fiancé et m'a invité à son mariage avec l'invitation « Venez voir qui il a vraiment aimé ». Pendant la cérémonie, elle a souri de manière méprisante et a dit « Il l'a choisi en premier mais c'est moi qui l'a épousé ». Puis mon cavalier s'est levé et a dit « Merci, parce qu'alors que vous vous battiez pour les restes, elle a construit un avenir avec moi ». Silence total. Son visage en disait long. Je m'appelle Camille Dubois, 31 ans, directrice de communication dans une société de télévision à Lyon. En apparence, ma vie suscitait l'envie. Un appartement en étage élevé avec un balcon donnant sur le lac du Parc Central, des talons Louis Vuitton achetés avec les primes trimestrielles, et un homme si parfait qu'il semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence marketing à Toulouse. Julien Mercier, grand, calme, avec un sourire qui vous faisait oublier la raison. Il travaillait dans l'ingénierie structurelle, et dès que nous avons parlé, j'ai pensé, c'est ça. 5 ans se sont écoulés comme un film romantique. Puis, un après-midi d'avril, entouré de cerisiers en fleurs, il s'est agenouillé dans le jardin de mes parents et m'a offert une bague en saphir étincelante. Je n'ai pas hésité. J'ai dit oui au milieu des applaudissements des deux familles. Tout le monde pensait que nous étions le couple parfait jusqu'au jour où je suis entré dans son appartement plus tôt que prévu. Je venais de rentrer d'un voyage d'affaires à Lille. Ma réunion a été annulée, alors j'ai pris un vol plus tôt. Je ne lui avais pas dit. Je voulais lui faire une surprise. J'aurais préféré ne pas le faire. La porte était déverrouillée. Le salon semblait rangé. Mais ce qui m'a glacé, c'est un peignoir blanc posé sur le canapé. Pas le mien. Je ne l'avais jamais vu. Le téléphone de Julien était sur le comptoir de la cuisine. L'écran s'allumait sans arrêt avec des messages d'un nom très familier. Manon. Mon cœur battait la chamade. Mon esprit cherchait des excuses. Peut-être une vieille amie. Mais chaque message donnait l'impression d'une gifle. La nuit dernière était parfaite. Je me souviens encore de ton odeur. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? J'aimerais que nous n'ayons plus à nous cacher. Manon est ma sœur cadette. Même mère, même père. J'avais l'habitude de lui tresser les cheveux avant le bal de promo, de la serrer dans mes bras quand elle échouait à ses examens d'entrée à l'université, de rester allongé à côté d'elle pendant des heures quand son cœur était brisé par un sale type. Et maintenant, elle envoyait des messages à mon fiancé. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté là dans la cuisine. Quand Julien est entré portant 2 smoothies, son expression est passée de lumineuse à horrifiée en un clin d'œil. Tu es là tôt. Clairement pas assez tôt. J'ai posé le téléphone sur le comptoir comme s'il allait exploser. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. J'ai vu ses yeux se fermer pendant une demi-seconde. Camille, ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. Je crois que tu me trompes. Pas avec n'importe qui. Ma propre sœur. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là, écoutant les battements de mon cœur, essayant de se libérer de ma poitrine. Julien s'est effondré sur une chaise, le visage dans les mains. Quand est-ce que ça a commencé? Juste ces derniers mois. Je jure que nous ne voulions pas que cela arrive. Je ne m'attendais pas à ça. Pas attendu. Comprends-tu même les limites? Sais-tu ce que signifie l'intégrité? Il n'a rien dit. Aucune excuse ne pouvait réparer ce qui s'était brisé. La bague de fiançailles, autrefois symbole de notre avenir, ressemblait maintenant à un ornement bon marché bâti sur la trahison. Je l'ai enlevé, l'ai posé devant lui, et suis parti sans regarder en arrière. Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés là. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était douce, presque plus douce que d'habitude. Chérie, ce qui est fait est fait. J'espère que tu peux comprendre. L'amour ne suit pas toujours la logique. Manon et Julien, ils souffrent aussi. Je me suis figé. Que veux-tu dire? Je veux dire, le pardon est une forme de maturité, ma chérie. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de ma mère. Papa était différent. Au dîner de famille suivant, il a presque claqué la table. Aucun enfant de moi ne trahira comme ça. Et personne dans cette maison ne l'acceptera comme quelque chose qui est juste arrivé. Robert, calme-toi. Ma mère a essayé. Ça ne se calmera pas quand ma fille aînée a été trahie par sa propre sœur et son fiancé et que tout le monde agit comme si ce n'était rien. Manon était assise en face de moi. Pas de déni, pas d'excuses.
Elle tenait la main de Julien comme pour l'annoncer au monde. Nous ne voulions pas que cela aille aussi loin, mais nos sentiments sont réels. Nous ne nous cacherons plus. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé, j'ai traîné ma chaise sur le carrelage, et je suis sorti de la maison que je pensais autrefois être l'endroit le plus sûr sur terre. Derrière moi, ma mère a appelé, « Camille, ne laisse pas ça détruire notre famille. La famille ne te fait pas sentir comme une étrangère. Ne reste pas silencieuse quand quelqu'un que tu aimes est poignardé dans le dos. Ne réconforte pas celui qui tenait le couteau. » Je suis rentré à pied par la nuit de mai, plus froide que d'habitude, mais pas aussi froide que le vide en moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas pleuré non plus. J'avais perdu un fiancé. J'avais perdu une partie de ma famille, mais j'avais juré de ne pas me perdre. 2 semaines après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai déménagé dans un quartier central inconnu de ma famille. Mon appartement faisait à peine plus de 37 mètres carrés. Plafond bas, lumière jaune chaude tombant sur de vieux planchers en bois, mais c'était assez calme pour que j'entende mon propre rythme cardiaque la nuit. Je ne l'ai pas choisi pour le confort. Je l'ai choisi parce qu'il n'y avait aucun souvenir de Julien, Manon, ou de ces fausses réunions de famille. J'ai coupé les ponts avec tout le monde sauf Clara, ma seule amie qui n'a jamais demandé « C'était ta faute ?» Clara ne se souciait pas des détails. Elle détestait le thé vert, adorait les nouilles instantanées, parlait par fragments, et agissait avant de penser. C'est pourquoi quand elle a frappé à ma porte ce samedi matin-là, tenant de latte dans un sac fourre-tout vintage, je n'ai pas été surprise quand elle m'a poussé sur une chaise et a commencé à fouiller mon placard comme si elle planifiait une opération militaire. « Tu comptes pleurer comme une veuve victorienne pour toujours ?» Elle a regardé mon sweat à capuche avec une grimace. « Des années en RP et maintenant tu te caches dans ce vieux truc triste. Inacceptable. » Clara, je ne veux pas. Tu ne veux pas quoi? Vivre pour relever la tête, pour faire trembler ces 2 traîtres quand ils te verront épanoui? Je suis restée silencieuse. Mon combat n'était pas contre eux. C'était contre le vide. Un espace creux où la confiance, la joie et le rêve d'un foyer se trouvaient autrefois. Alors écoute, on fait un plan. 1 mois, redémarrage complet, fitness, thérapie, nouveau look. Tu veux être fougueuse ou classe? Clara, ne me déclare pas sur ce ton. Tu vas te couper les cheveux, arrêter la caféine pendant 1 semaine, faire de la boxe avec moi tous les matins, et commencer avec la thérapeute que j'ai déjà réservée. Pas pour faire semblant d'aller bien, mais pour vivre réellement. Je voulais protester, mais elle avait déjà synchronisé l'emploi du temps sur mon téléphone avant que je puisse ouvrir la bouche. Le premier jour au gymnase de boxe, j'ai failli faire demi-tour quand j'ai vu le mur de femmes confiantes et musclées. Je ne me voyais pas là. Je voyais un fantôme, mince, pâle, encore humide d'une tempête qui refusait de passer. Le coach s'appelait Marc, probablement autour de 40 ans, silencieux, avec des yeux perçants. Il n'a pas demandé ce que je fuyais, a juste fait signe de mettre les gants et de frapper le sac jusqu'à ce que la sueur traverse ma chemise. J'ai quitté le gymnase avec les jambes tremblantes, mais le cœur un peu plus léger. Le mardi après-midi, je me suis présenté au cabinet du docteur Sophie Moreau que Clara avait réservé. Le docteur Moreau avait environ 50 ans, cheveux gris proprement coupés, et une voix grave comme le chêne. Son cabinet avait de l'art abstrait sur les murs et une légère odeur d'huile essentielle d'orange. « Camille, je ne vais pas encore te poser de questions sur Julien ou Manon. Je veux demander, est-ce que tu te fais à manger le matin ?» J'ai laissé échapper un rire sec. Je n'ai jamais aimé cuisiner. Alors essaie, pas pour la nourriture, mais pour te rappeler que tu prends soin de toi, personne d'autre. Je suis rentré à la maison et j'ai fait une marmite de soupe au poulet. L'odeur du bouillon a rempli la cuisine et a ramené des souvenirs de ma mère, de toutes les fois où elle cuisinait quand j'avais la grippe ou quand Manon avait le cœur brisé. Puis je me suis demandé, pour qui cuisine-t-elle maintenant? La semaine suivante, j'ai commencé à changer. J'ai coupé mes cheveux au niveau des épaules et les éteints dans un ton caramel chaud. J'ai jeté tous les vêtements liés aux vieux souvenirs, ne gardant que 3 choses. Le blazer que je portais quand j'ai été promue directrice. Les bottes en cuir que Clara m'a offertes quand j'ai été nominée pour la femme la plus inspirante de l'année. Et une robe rouge que je n'avais jamais portée. Un cadeau d'anniversaire que Julien avait choisi, maintenant débordant d'ironie. Chaque matin, je me levais avant le lever du soleil, courais autour du parc du quartier, écouteurs aux oreilles, musique battant comme si elle relançait mon cœur. Clara passait chaque vendredi avec un nouveau plat,
partageant des histoires de bureau folles et des blagues ridicules qui, d'une manière ou d'une autre, me faisaient toujours rire. Nous avons nommé le plan Opération Renaissance Camille. Le docteur Moreau m'a dit, quand la confiance est trahie par les personnes les plus proches de toi, la blessure n'est pas dans ton cœur. Elle est à la racine de qui tu es. Tu n'as pas encore à pardonner. Juste te tenir droite suffit. J'ai commencé à noter dans un journal les petites choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Les matins ensoleillés, Clara, les smoothies aux myrtilles, un message de mon patron disant que je pouvais revenir quand je serais prête. Je n'ai pas accepté tout de suite. Je n'étais pas prête à affronter ces regards de pitié au bureau. Mais un samedi soir, Clara a dit sortie de nulle part, on devrait essayer de danser. Excuse-moi, le salon de l'Ouest. Lumière dorée, musique jazz, cocktail fort, et plus d'hommes qui savent danser que parler. J'ai hésité, mais à ce moment-là, j'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai porté la robe rouge que j'avais enfouie au fond de mon placard. Clara m'a mis du rouge à lèvres, ses yeux pétillants comme si elle allumait des feux d'artifice. Au salon de danse, je me suis tenu tranquillement dans l'ombre, regardant les couples tourner sous les lumières scintillantes. J'ai senti que j'appartenais à quelque part sans avoir besoin de me protéger. Un homme s'est approché, grand, très doux, a tendu la main. Voudriez-vous danser ? Je n'ai pas demandé son nom. J'ai juste posé ma main dans la sienne. J'avais été brisé. Mais à ce moment-là, je ne dansais pas pour oublier quelqu'un. Je dansais pour revenir à moi-même. Le lundi matin, j'ai reçu une enveloppe épaisse avec le nom de l'expéditeur embossé en or. Mademoiselle Vanessa Dubois et Monsieur Julien Mercier. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine à côté d'une tasse de café fumante. Mon esprit a parcouru les possibilités comme une bobine en avance rapide, une annonce de fiançailles, des excuses, ou une blague cruelle. Finalement, j'ai pris un coupe-papier et j'ai fendu le bord. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage somptueuse. Fond couleur perle, bords floraux embossés, et lettrage net. Avec leur famille, Vanessa Dubois et Julien Mercier, vous invitent cordialement, Mademoiselle Camille Dubois et votre invitée, à assister à leur mariage au domaine de la baie Croissante le 14 août à 15h. 6 juin, une note manuscrite à l'encre violette. Camille, j'espère que tu pourras mettre de côté tous les malentendus pour célébrer avec nous. Ta présence rendrait la famille complète. Sois avec tout mon amour. J'ai posé la note soigneusement, pas déchirée, pas froissée. Je suis juste resté là en silence. Clara a appelé juste au moment où je vidais mon café directement dans l'évier. Tu l'as reçu, n'est-ce pas ? Juste maintenant. J'arrive. Non, ne discute pas. Je suis en route. 15 minutes plus tard, elle est arrivée en pyjama à imprimer fraise et avec une pure indignation sur le visage. Quel genre d'invitation tordue est-ce ? Pour qui te prennent-ils ? Mère Teresa ? Ce n'est pas ce qu'ils pensent qui compte. C'est ce que je veux. Elle a fait une pause. Tu penses vraiment y aller ? J'ai hoché la tête. Pas pour pardonner, pas pour faire la paix, mais pour me rappeler qu'ils n'ont plus le pouvoir de me faire plier. Elle a plissé les yeux. Alors laisse-moi au moins préparer le plan de vengeance. On ne va pas entrer dans ce cirque comme une victime. Je n'ai pas discuté. Sous le calme, quelque chose en moi s'agitait. Pas parce que je l'aimais encore, mais parce qu'une douleur avait été tordue en malentendu. Dans les semaines qui ont suivi, Clara a élaboré ce qu'elle a appelé l'opération Montre-toi sans peur. Elle a réservé des rendez-vous au spa, choisi une robe, m'a fait répéter des conversations légères devant le miroir comme un discours de campagne. Chaque matin, je me tenais devant le miroir, m'entraînant à sourire au bon moment, à garder mes épaules en arrière et à regarder les gens droit dans les yeux. Pendant ce temps, je continuais à voir le docteur Sophie Moreau. Un après-midi, elle a demandé « Qu'est-ce qui t'a empêché de jeter cette invitation dès que tu l'as vue ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être que je veux y mettre fin à mes conditions, pas en me cachant. Pas en me retirant comme si j'avais perdu. Le docteur Moreau a hoché la tête sans jugement. Alors assure-toi que tu y vas pour toi, pas pour leur prouver quoi que ce soit. 3 jours avant le mariage, j'ai essayé la robe que Clara avait choisie. Soie saphir, cintrée à la taille, décolleté carré, fente subtile à la cuisse. Pas trop audacieuse, mais loin d'être oubliable. Je n'avais pas besoin de dire que j'allais bien. J'avais juste besoin de me présenter et de laisser le silence parler de lui-même.
Le domaine de la baie Croissante était situé sur les falaises côtières de Biarritz. Ironiquement, autrefois la destination lune de miel rêvée de Julien pour nous. Je suis arrivé le samedi matin et me suis installé dans une suite privée loin de la zone du mariage. Clara n'est pas venue avec moi, a-t-elle dit. Cette fois, tu entres seul pour que quand tu sors, tu saches que rien dans cette pièce n'a plus le pouvoir de te retenir. Je n'ai pas appelé mes parents, mais ma mère avait déjà envoyé un message. Merci d'avoir accepté de venir. Tu as toujours eu le plus grand cœur. Je l'ai lu sans ressentir de chaleur. Les gens au grand cœur finissent souvent par être les plus blessés. Cet après-midi-là, alors que je me tenais dans le hall, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Camille. Je me suis retourné. Thomas Lefebvre, l'homme avec qui j'avais dansé au salon de l'Ouest. Il portait une chemise blanche boutonnée, les manches retroussées haut, les cheveux légèrement humides par le soleil. Vous êtes ici pour le mariage? Ma sœur se marie. Ami de ta coloc. Julien a travaillé avec moi il y a 2 ans. On ne pouvait pas appeler ça le destin, mais c'était suffisant pour ralentir mon rythme cardiaque une seconde. Thomas m'a regardé, ne cachant pas sa surprise. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne pensais pas te voir ici. Nous avons marché le long du chemin de pierre vers le jardin où la cérémonie aurait lieu. La brise de l'océan fouettait mes cheveux, et Thomas marchait à côté de moi en silence, ne demandant rien de plus. Quand nous avons atteint la tente blanche où les invités avaient commencé à se rassembler, je me suis arrêté. J'ai besoin de quelques minutes seul. Thomas a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. Si tu veux que quelqu'un s'asseye à côté de toi pendant la cérémonie, je serai ravi. J'ai légèrement hoché la tête, puis j'ai avancé. Sans regarder en arrière, sans trembler, sans ressentiment. Dans quelques heures seulement, je regarderai Julien et ma sœur échanger leurs vœux. Mais personne ne savait que ce que j'apportais aujourd'hui n'était pas le pardon. C'était la force de quelqu'un qui s'est relevé des cendres. Le premier jour des événements du mariage a commencé par une fête de bienvenue sur une terrasse en pierre surplombant la mer. Le soleil de fin d'après-midi se déversait à travers des rangées de parasols blancs projetant une lumière vacillante sur les verres à vin et les robes de soirée. L'air exigeait pratiquement la joie. Musique acoustique, tintement de verre, et étreinte forcée entre vieilles connaissances. Thomas et moi sommes arrivés à la mode en retard, faisant partie de la stratégie visuelle de Clara. Arrivé après que la foule soit installée, pour que toutes les têtes se tournent. Thomas portait un costume en soie anthracite, une montre en or profond au poignet, le cadran captant la lumière à chaque mouvement. Je marchais à côté de lui, ma robe en soie bleu profond glissant sur l'herbe, ni pressée ni hésitante. Tous les regards se sont tournés vers nous, certains curieux, certains tendus, quelques-uns faisant semblant de ne pas remarquer. Ma mère, affichant son air habituel de grâce anxieuse, s'est avancée, un sourire en 2 temps peint sur du rouge à lèvres nudes. Camille, merci d'être venue. Puis elle s'est tournée vers Thomas, visiblement surprise. Et voici Thomas Lefebvre, mon compagnon. Il a souri et a tendu la main avant qu'elle ne puisse réagir. Ravi de vous rencontrer, madame. Elle a esquissé un sourire crispé, mais ses yeux sont tombés sur ses chaussures comme si elle les évaluait. Quelques instants plus tard, j'ai aperçu Julien de l'autre côté de la pelouse, verre de vin à la main, les yeux fixés sur moi comme quelqu'un voyant une vieille possession qu'il avait jetée. Pas de colère, pas de regret, juste du vide. Ce qui m'a glacé, c'est Vanessa à ses côtés, sa main nonchalamment passée dans son bras. Il n'a pas rendu le geste. Ils se sont approchés. Camille, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. La voix de Julien était basse, forcée. J'ai toujours espéré que tu viendrais, n'est-ce pas? Vanessa a interrompu, sourire fin, tirant son bras plus près. J'ai légèrement hoché la tête. Félicitations à vous deux. Thomas a reculé d'un demi-pas, posant légèrement sa main sur mon dos, un signal silencieux. Je suis Thomas. Un plaisir de rencontrer le marié. Julien a serré sa main. Le geste mou. J'ai entendu votre nom de la part de quelques collègues de Marseille. Ce projet de pont en verre au bord du lac, n'est-ce pas? Oui. J'ai aussi beaucoup entendu parler de vous, Julien Mercier. J'ai vu la joue de Vanessa tressauter. Chaque partie de son expression essayait de rester composée, mais l'espace invisible entre elle et Julien ne pouvait être caché. Nous nous sommes éloignés. Après quelques vœux polis, Thomas m'a conduite au bar, sa main reposant toujours sur mon dos mais sans s'accrocher. Tu vas bien?
disons que je ne m'effondre pas. La fête s'est poursuivie dans la soirée. J'ai parlé avec quelques parents, esquivant les regards de ceux qui pensaient autrefois que j'avais de la chance d'être choisi par Julien. D'une manière ou d'une autre, Thomas a rendu chaque moment gênant supportable. Il faisait rire les gens sans effort et me faisait sentir que je n'étais pas sur un champ de bataille. Cette nuit-là, de retour dans la chambre, je me suis tenu sur le balcon, regardant l'océan. Les vagues frappaient contre les rochers. Combien de temps comptes-tu les affronter? Thomas a demandé, s'appuyant sur le cadre de la porte. Jusqu'à ce que je ne ressente plus rien quand je les vois. Il n'a rien dit de plus, et juste resté là, tasse de thé chaud à la main, les yeux sur moi. Clair, sans jugement. Le lendemain matin, le brunch d'avant-mariage a eu lieu dans le jardin arrière du resort. Des lanternes en papier étaient suspendues entre des azalées en fleurs, des tables rondes remplies de visages familiers, collègues, vieux amis d'université. J'étais assise à une table près de la scène, malheureusement bien en vue de la table de la famille de Julien. Les parents de Julien sont venus, les visages teintés d'une gêne coupable. Chérie, nous n'espérions pas que les choses se passent ainsi, mais vraiment, nous sommes si heureux de te voir forte comme ça. J'ai hoché la tête, répondant sur un ton neutre. Ni froid, ni chaleureux. Les discours ont commencé. La meilleure amie de Vanessa a partagé des souvenirs d'université, sa voix tremblant alors qu'elle essayait de dire. Vanessa a toujours été sincère dans chaque relation. Quelqu'un a ri nerveusement. Julien a parlé brièvement, ses yeux se sont tournés vers moi plus d'une fois. Quand il a remarqué Thomas riant avec quelqu'un à côté de lui, ma main reposant doucement sur son bras. Le visage de Julien s'est visiblement crispé. Plus tard, j'ai croisé Vanessa dans la loge derrière la salle. Elle réappliquait du mascara, les lèvres serrées. On dirait que tu apprécies vraiment ça, hein? Je n'ai pas répondu. Ce visage suffisant, la robe chère, le gars qui rit sur commande. Qu'est-ce que tu veux? J'ai regardé droit dans le miroir. La lumière a frappé ses yeux, révélant des rides de tension au coin. Je veux juste la paix. Mais toi? On dirait que tu n'as toujours pas ça. Vanessa est restée figée. Nous nous sommes fait face en silence, juste deux anciennes sœurs avec la vérité suspendue entre nous. J'ai tourné la première et suis sorti de cette pièce suffocante. La main de Thomas a doucement saisi la mienne alors que je retournais à la table. Pas de questions, pas d'investigation, juste une présence assez forte pour me stabiliser. La réception de mariage a commencé à 18h dans la salle de verre surplombant l'océan. Mise en scène comme une invitation de mariage vivante. Linge de table ivoire, lustre en cristal, bougies parfumées, et verre scintillant. Le groupe de jazz jouait un arrangement doux de la vie en rose, comme pour tenter de masquer la tension sous les poignées de main polies et les sourires forcés. J'étais assise à une table avec Thomas, mes parents, un cousin de Provence, et le plus surprenant, les parents de Julien. Marguerite et Denis Mercier m'appelaient autrefois leur bru idéal. Maintenant, ils m'ont salué d'un léger hochement de tête, les yeux parcourant mon visage comme s'ils avaient peur de toucher au passé. Thomas a penché la tête et a murmuré, « Sens-tu la tension dans l'air ?» Comme si toute la pièce connaissait le script, mais que personne n'osait le lire à voix haute. Le microphone a grésillé. Tout le monde s'est tourné vers la scène où l'officiant venait de terminer le discours traditionnel. Des verres ont tinti faiblement. Puis l'hôte a fait signe vers le couple. Accueillons la mariée et le marié pour quelques mots. Julien s'est levé le premier. Sa voix était basse, égale et prudente. Pas une seule mention du passé. Seulement des mots sur comme merci, reconnaissant, et nouveau départ. La salle a hoché la tête et applaudi sur commande comme s'il l'avait répété. Vanessa a pris le micro. Sa robe moulait sa poitrine, ses cheveux bouclés comme des fils de soie, maquillage impeccable. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être ici, de témoigner de ce voyage d'amour pas si facile. Elle a fait une pause, s'est tournée vers Julien, a souri, douce comme du sucre roux. Quelqu'un a dit un jour que pour arriver au bon endroit, il faut d'abord prendre le mauvais chemin. La salle s'est légèrement agitée. Quelques regards se sont immédiatement tournés vers moi. Julien a autrefois pris un chemin différent. Mais ce qui compte n'est pas où il a commencé. C'est où il s'est arrêté. Elle a levé son verre, son ton s'adoucissant. Même si quelqu'un a été choisi en premier, celle qui reste à la fin est la vraie gagnante. L'air s'est figé. Pas de musique, pas de tintement d'ustensile, juste le léger bruit de mes doigts se serrant autour d'un verre. Thomas s'est levé.
Personne ne lui a dit. Aucun projecteur ne l'a suivi. Juste un homme plus grand que la plupart avec une voix calme et des yeux qui ne tremblaient pas. Excusez-moi. Puis-je avoir un instant? Il a pris le microphone à la coordinatrice et s'est avancé au centre de la scène. Je suis Thomas Lefebvre, compagnon de Camille Dubois. Quelques personnes ont commencé à murmurer. Le silence est devenu aigu. Je suis venu ici en ami, mais si ce n'était que ça, je ne parlerais pas maintenant. Il a jeté un coup d'œil vers moi, les yeux stables. J'ai entendu des histoires sur ce que Camille a vécu, mais dès le premier jour, ce que j'ai vu n'était pas une femme trahie. C'était une femme qui est restée droite malgré la douleur, sans dire du mal de personne, sans blâmer, sans marchander la pitié. Un léger reniflement est venu de la table derrière. Très doux. Mais tout le monde a entendu. Camille n'a pas besoin de battre qui que ce soit. Elle a juste besoin de s'accrocher à elle-même. Quelque chose que beaucoup perdent lorsqu'ils sont pris dans la mauvaise relation. Thomas s'est tourné vers Julien, puis vers Vanessa. Sans malice, sans sarcasme. Je ne suis pas ici pour me vanter. Je veux juste dire si Julien a jamais mal choisi, alors merci de l'avoir laissé partir tôt parce que maintenant j'ai la chance de choisir juste. La salle a retenu son souffle un instant de plus, puis des applaudissements. 1, 2, puis grandissant comme des vagues à la surface de l'eau. J'ai regardé autour de moi. Certains ont essayé de ne pas applaudir, certains ont applaudi poliment, mais la plupart le pensaient sincèrement. Vanessa a légèrement reculé de la scène. Julien a serré les lèvres, silencieux. La poignée de main de Thomas lorsqu'il a rendu le micro était ferme, digne. Il est retourné à notre table, s'est assis comme si rien ne s'était passé. Tu veux partir tout de suite? Mieux. Non, je ne me suis jamais senti aussi ancré qu'à ce moment-là. Après cela, je n'ai rien dit. Pas besoin, pas de représailles, pas de voix élevée. Tout ce qui devait être dit, Thomas l'avait déjà dit dans la langue que j'avais autrefois perdue. Le calme et l'intégrité. Ce soir-là, quand le groupe de jazz est revenu avec une vieille mélodie, j'ai vu Julien debout seul dans un coin, les yeux lointains, le vin tourbillonnant dans sa main, intouché. Je ne suis pas allé vers lui. Pas besoin. Celui qui comptait ne se tenait plus là. Il était à côté de moi, touchant mon épaule, chuchotant doucement, cette fête n'a pas besoin de gagnants. Tu as gagné au moment où tu es entré en étant toi-même, pas quelqu'un d'autre. Au fond de la salle, les toilettes des femmes étaient vides. L'odeur d'eau de rose mélangée au savon persistait. Pas désagréable, juste persistante. Je réajustais mon rouge à lèvres quand la porte s'est ouverte brusquement, des talons claquant sèchement sur le carrelage. Vanessa est entrée. Son visage avait perdu son sang-froid, les yeux légèrement rouges, le rouge à lèvres taché à un coin. Elle a verrouillé la porte, s'est appuyée contre le lavabo comme si elle assemblait une armure. Tu te sens fier, n'est-ce pas? Je ne me suis pas retourné. J'ai juste posé le rouge à lèvres doucement. Que veux-tu dire? Ce discours, les regards de tout le monde, les applaudissements. Tu as toujours été doué pour mettre les gens de ton côté. Je me suis tourné pour lui faire face, m'appuyant contre le lavabo d'en face. Tu crois qu'il l'a fait parce que je lui ai dit? Il est programmé pour te défendre. Regarde-toi. Tu trouves toujours quelqu'un comme ça. Et moi? Je n'ai fait que rafistoler ce que tu laisses derrière toi. Sa voix n'était plus aiguë. Elle s'adoucissait. Vanessa, ce n'était pas un concours. Pas pour toi, mais pour moi, ça l'a toujours été. Depuis la maternelle, maman accrochait tes dessins sur le frigo et fourrait les miens sous les factures. Tu as eu des cours de piano. J'empruntais ton clavier. Papa t'a emmené à la préparation universitaire. Moi, un conseiller d'orientation scolaire. N'a rien dit. N'a pas nié. Ces mots n'étaient pas faux. Même si je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Je suis fatigué de vivre sous une ombre appelée Camille. Même quand j'aimais quelqu'un, il me comparait à toi. Julien, il parlait de toi sans arrêt au début. Comment tu mangeais de la salade, comment tu planifiais ta vie 3 ans à l'avance. Ça me rendait folle. J'ai expiré lourdement. Alors, tu as détruit ce que tu croyais que j'avais. Pas au début. Je voulais juste être vu, être choisi. Mais une fois que Julien s'est penché vers moi, je ne pouvais pas m'arrêter. Es-tu heureuse maintenant? Elle a levé les yeux. Un sourire amer a traversé ses lèvres.
Qu'est-ce que le bonheur? Je ne suis plus sûr. Sache juste que quand tu es entré dans cette salle aujourd'hui, quelque chose en moi s'est brisé. Même après avoir dépeint tout cela comme parfait. J'ai avancé, lui étendu un mouchoir. Tu n'as pas besoin de le peindre. Tu as juste besoin d'être vrai. Vanessa m'a regardé. Pour la première fois depuis des années, ses yeux ne portaient pas de rivalité. Je suis désolé, pas pour avoir aimé Julien, mais pour l'avoir fait de la manière qui t'a le plus blessé. J'ai légèrement hoché la tête. Merci d'être honnête. Reconnaître nos torts n'est pas facile. Le pardon ne le sera pas non plus, mais ceci, c'est un meilleur début que toute idée fausse d'être des sœurs modèles. Vanessa a souri. Fin, mais réel. Je pensais autrefois que si j'épousais Julien, je deviendrais ta copie réussie. Maintenant je réalise que vivre en étant quelqu'un d'autre est la chose la plus épuisante au monde. Tu n'es la copie de personne. Tu as juste besoin d'arrêter de courir après quelqu'un d'autre pour réaliser que tu es déjà suffisante. Quelques coups à la porte nous ont ramenés à la réalité. Quelqu'un dehors cherchait la mariée. Vanessa m'a regardé longuement, puis a lentement hoché la tête. Je sors dans une seconde. J'ai quitté les toilettes la première sans regarder en arrière. Plus de poids dans ma poitrine. Quel que soit le sentiment, il ne portait plus ni colère ni blâme. Je versais du jus quand Julien est apparu de l'autre côté de la table, comme s'il attendait ce moment précis. Il ne portait plus sa veste, juste une chemise blanche de cérémonie rentrée dans son pantalon, les mains dans les poches, les épaules légèrement affaissées. Pouvons-nous parler un instant? J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis sur le porche où des guirlandes lumineuses dorées étaient enroulées autour de la balustrade, projetant une douce lueur. La musique à l'intérieur n'était qu'un léger murmure. Merci d'être venu, Camille. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Je suis venu pour moi, pas pour toi. Il a hoché la tête comme s'il savait déjà que ce serait ma réponse. J'ai beaucoup gâché. Pas seulement avec toi, mais avec moi-même. Quand j'ai choisi Vanessa, une partie de moi ne la choisissait pas vraiment. C'était fuir quelque chose en toi. Je n'ai rien demandé. Parfois, l'aveu silencieux est plus clair que toute explication. Je ne t'aime plus, mais je regretterai toujours d'avoir perdu quelqu'un comme toi de la manière dont je l'ai fait. Certaines pertes nous apprennent à valoriser ce qui reste. Je ne te déteste pas, mais je ne reviendrai jamais par une porte qui a été fermement fermée. Il a incliné la tête. J'ai vu Julien ne pas essayer de se tenir droit, ne pas essayer de cacher son échec. Je me suis détourné et suis parti sans avoir besoin que personne me retienne. La légèreté que je ressentais n'était pas parce que quelqu'un avait changé, mais parce que je n'en avais plus besoin. Thomas était appuyé contre une colonne dans le couloir quand je suis revenu. Son regard stable et sans hâte. Son silence en disait plus que les mots. A juste ouvert sa paume, attendant la mine. Je ne laisserai jamais ça arriver ainsi. Je l'ai posé là. Non pas comme quelqu'un cherchant du soutien, mais comme quelqu'un choisissant la bonne direction pour continuer, pas pour oublier qui que ce soit, mais parce que je mérite d'aller de l'avant. 3 jours après le mariage, je suis retourné à Lyon par un vol matinal. Le ciel était couvert, le soleil faible derrière la fenêtre de l'avion comme un doux murmure. Thomas était assis à côté de moi, lisant un magazine d'architecture. Son doigt traçait les lignes, mais ses yeux me suivaient plus que la page. Je me suis appuyé en arrière, regardant le ciel vide. Pas triste, pas ravi, juste calme. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin du retour, mais quand le taxi s'est arrêté devant mon petit appartement du quartier central, Thomas a tenu la porte et a dit doucement, « J'allais rentrer chez moi me changer, mais si tu as le temps, j'aimerais préparer le déjeuner. Rien de chic, je veux juste que tu aies quelque chose de chaud. » J'ai hoché la tête sans hésitation. Son appartement était rempli de lumière du soleil, minimaliste, mais pas froid. Il y avait une douce odeur de café mêlée au cuir d'un vieux canapé marron près de la fenêtre. Il a enlevé son manteau, l'a accroché, et a sorti un vieux tablier du tiroir. Un geste qui m'a fait rire. Qu'est-ce qui est drôle? Un homme qui peut faire un discours à un mariage et aussi faire un sandwich au fromage grillé avec une soupe à la tomate. Ça mérite d'être salué. Il a incliné la tête. Personne ne devrait aimer quelqu'un juste pour quelques moments brillants. Ce qui fait que les gens restent commence généralement par de petites choses. Pendant qu'il cuisinait, j'ai erré dans la cuisine, mes doigts effleurant les livres sur l'étagère. Une carte du Japon était accrochée dans le coin.
Des notes autocollantes remplissaient les marges de ses livres, et des photos de bâtiments de lieux lointains tapissaient les murs. Le déjeuner était simple, mais bon. Nous avons mangé sans bavarder, pas besoin de remplir le silence. Une fois la vaisselle faite, il m'a tendu un sweat à capuche gris-doux. Tu peux faire une petite sieste. La pièce à gauche est un coin lecture, mais le canapé est plus doux que le lit. J'y suis resté allongé pendant près d'1 heure. Pas vraiment endormi, mais me réveillant avec un sentiment de paix étrange. Dans les semaines qui ont suivi, Thomas et moi avons gardé nos propres rythmes. Nous n'avons pas emménagé ensemble. Ne nous sommes pas liés par un emploi du temps fixe. Nous passions du temps ensemble parce que nous le voulions, pas par peur de perdre. Je suis retourné travailler avec un contrat temporaire. Pas de pression pour grimper. J'ai appris à dire non quand je ne voulais pas aller à des fêtes ou participer à des conversations familiales qui faisaient semblant que les fissures n'existaient pas. Ma mère a appelé une fois disant que Vanessa espérait renouer le contact. J'ai répondu brièvement. J'avais besoin de plus de temps, mais je ne me précipitais pas non plus pour pardonner. J'ai recommencé à écrire. Des essais que je n'ai jamais envoyés à personne, juste stockés sur mon ordinateur portable. Parfois, je lui lisais des passages à voix haute pendant qu'il esquissait des plans pour une nouvelle salle d'exposition. Il ne critiquait jamais, écoutait juste en silence, comme si chaque mot méritait d'être conservé. Puis un après-midi d'octobre, alors que le vent devenait vif et que les feuilles d'érable viraient au rouge profond, Thomas m'a invité dans un petit restaurant dans le quartier ouest. Pas chic, pas tape à accent Graveleuil, juste un dîner simple. Musique classique douce comme une respiration et lumière dorée se déversant sur nos verres à vin. Après le dessert, il a placé une petite boîte grise devant moi. Pas d'emballage cadeau, pas de ruban. Je l'ai regardé, attendant une explication, il a simplement dit, pas une demande en mariage de film. Pas de genoux, pas de feu d'artifice, mais j'ai ça. J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait une bague fine sertie d'une aigumarine claire flanquée de minuscules pierres de quartz gravées de motifs architecturaux grecs anciens. J'ai choisi l'aigumarine parce qu'elle est claire comme ta voix quand tu lis tes écrits. Pas un diamant, pas quelque chose de tape à accent Graveleuil, juste un symbole de quelque chose de stable et réel. Je me suis figé, pas par surprise, mais parce que tout semblait juste. Le timing, la manière. L'homme en face de moi. Je ne suis pas prête à me marier l'année prochaine. Peut-être même pas l'année d'après. Je ne demande pas de date. Je veux juste être sûr qu'à partir de maintenant, personne n'aura à se demander si nous appartenons l'un à l'autre. J'ai hoché la tête. Alors fiançons-nous. Long mais clair. Nous construirons. Sans brûler les étapes. Il a souri et a cherché ma main. Après avoir quitté le restaurant, nous avons marché le long de la rue pavée de briques. Les feuilles sèches craquaient sous nos pieds. De petites librairies fermaient et un chariot à tarte aux pommes roulait lentement vers le bout du pâté de maison. Personne n'a parlé du passé. Personne n'a mentionné la troisième personne qui s'était autrefois interposée entre nous parce que tout cela, ce qui est derrière nous, n'était plus que des pavés. Inoubliable, mais pas infranchissable. Et au milieu de cette nuit froide et venteuse, je savais que je marchais aux côtés de quelqu'un qui ne voulait pas me sauver de mon passé, mais qui était prêt à construire un avenir avec moi brique par brique, en commençant exactement là où je m'étais relevé. L'histoire de Camille ne parle pas seulement de survivre à la trahison. C'est un témoignage de force intérieure et du pouvoir du respect de soi. Elle n'a pas cherché à se venger. Au lieu de cela, elle a choisi d'affronter la douleur avec une force tranquille, en établissant des limites claires avec ceux qui l'avaient blessée. Plutôt que de s'accrocher au passé, Camille a construit un présent solide aux côtés de quelqu'un qui la valorisait vraiment. Dans la vie réelle, n'importe qui peut être poussé dans l'ombre. Mais comment nous nous relevons détermine qui possède la lumière devant. Que pensez-vous du parcours de Camille? A-t-elle fait le bon choix en affrontant plutôt qu'en évitant? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires touchantes sur la vie.